On entend beaucoup parler de Rafah, mais pourquoi est-ce que ce simple point de passage est devenu le centre d'une crise diplomatique aussi intense? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors oui, tout se cristallise non pas sur un champ de bataille, mais à cet unique poste frontière, Rafah. C'est vraiment la seule porte de sortie de Gaza qui ne mène pas vers Israël, mais vers l'Égypte. Tout a commencé comme ça. D'un côté, on a Israël qui fait une annonce unilatérale, et de l'autre, quasi instantanément, l'Égypte qui répond non, absolument pas. Et voilà, le décor est planté pour une confrontation diplomatique vraiment, vraiment tendue. Alors, pour bien comprendre, commençons par décortiquer la position israélienne, ce fameux plan de sortie à sens unique. Donc, l'idée annoncée par Israël, c'était d'ouvrir le passage pour permettre aux Palestiniens de quitter Gaza. Officiellement, ça devait se faire en coordination avec l'Égypte et l'Union européenne, le tout présenté comme une mesure de sécurité. Mais c'est là que ça devient intéressant. Un responsable israélien cité par la chaîne Channel 12 a lâché cette phrase assez révélatrice. Si les Égyptiens ne veulent pas les recevoir, c'est leur problème. En clair, le message, c'est qu'on pourrait avancer, que l'Égypte soit d'accord ou non. Et face à ça, évidemment, la réaction égyptienne ne s'est pas fait attendre. Et attention, pour le Caire, ce n'est pas du tout une question de logistique. C'est bien plus grave, c'est perçu comme une menace existentielle. Et pour bien saisir pourquoi c'est si grave pour l'Égypte, il faut comprendre un mot, un concept, tahjir. Ce n'est pas juste un mot, il porte en lui tout le poids de l'histoire et de la politique de la région, surtout dans le contexte palestinien. Donc, la position égyptienne est très claire. D'abord, il y a la question de la souveraineté. C'est leur frontière. Ensuite, et c'est le point crucial, ils refusent catégoriquement d'être complices de ce qu'ils voient comme une tentative de vider Gaza de sa population pour de bon. Le chef du service d'information de l'État égyptien l'a dit sans détour. Cela signifie la liquidation de la cause palestinienne. On ne peut pas être plus clair. La peur, ce n'est pas une ouverture temporaire pour la sécurité. C'est que l'objectif soit de rendre impossible la création d'un futur État palestinien. Et pourtant, au milieu de cette guerre des mots, il y a un document. Un accord qui a été signé par toutes les parties. On parle du plan Trump, et c'est peut-être là que se trouve la clé de toute cette affaire. Il faut savoir que la gestion de Rafah, ce n'est pas nouveau. Ça fait l'objet d'accords internationaux depuis des années. Et tout ça a abouti à ce plan, plus récent. Et au cœur de ce plan, il y a une clause qui nous intéresse tout particulièrement. La clause 12. C'est elle qui encadre précisément les départs depuis Gaza. Cette clause 12, elle est construite sur 3 piliers, 3 principes vraiment fondamentaux. Et ils sont conçus exactement pour éviter le scénario que redoute tant l'Égypte, le déplacement permanent. Et voilà le point crucial, l'argument massu de l'Égypte, c'est de dire « Attendez, ce texte, c'est ce que Benjamin Netanyahou lui-même a signé. Le gouvernement israélien actuel est donc signataire de cette clause qui, sur le papier, est contraignante. » Parce qu'au-delà de la diplomatie, des textes de loi, il y a la réalité sur le terrain. Et cette impasse, elle a un coût humain. Un coût terrible et immédiat. Il faut se rendre compte que depuis le début du conflit, l'Égypte a déjà accueilli plus de 100 000 Palestiniens. On parle principalement de malades et de leurs accompagnants, donc pour des raisons purement humanitaires. Et les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé sont assez parlants. Oui, plus de 8 000 patients ont pu être évacués, mais derrière, il y en a plus du double, plus de 16 500 qui sont toujours bloqués et qui ont un besoin urgent de soins. On voit bien, l'impasse de Rafah, c'est bien plus qu'une histoire de frontières. C'est vraiment le point de collision entre un accord signé, les réalités brutales de la guerre, et l'avenir de millions de personnes. Ce qui laisse une question en suspens, une question critique. Quand les accords internationaux se heurtent à la réalité d'une guerre, qu'est-ce qui finit par céder ?